أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إبري الله أما بعد ceci étant dit donc on continue cette longue introduction enfin si on peut appeler ça une introduction mais plutôt en fait cette longue série avant de d'attaquer réellement les croisades en soi sur la déformation des sources contemporaines musulmanes, donc c'est-à-dire contemporaines aux croisades, euh, par beaucoup d'occidentaux et notamment beaucoup d'orientalistes dans le but de rabaisser en fait la gravité des croisades et du comportement des croisés et des francs sur les territoires musulmans et au contraire de démontrer que les musulmans, eux, n'auraient pas, eux, eu un comportement exemplaire vis-à-vis des chrétiens. Et donc, la dernière fois, on s'était arrêté un petit peu aux critiques sur les Seljoukides, les Mamelouks, etc. Sur les Seljoukides, les Mamelouks, euh, pour essayer de minimiser justement l'importance qu'ont eu les Seljoukides ou les Mamelouks sur le combat contre les croisés et aussi également contre les Mongols, notamment lors de la bataille de Han Jalut. Et justement, on va continuer là maintenant sur cette thématique-là. Avant de commencer, avant de continuer la lecture, juste pour rappeler que sur le serveur Telegram, d'accord, sur le serveur Telegram, vous allez justement trouver l'annexe du cours, l'annexe du cours de comment je pourrais dire ça, l'annexe de cours justement introductive à la croisade, avec l'évolution de la notion de guerre 5, donc de la vision d'une guerre légitimée par leur religion dans le christianisme, mis en parallèle avec justement comment est-ce que, au contraire, le djihad, les questions de djihad, etc., est compris en fait d'un point de vue islamique traditionnel, notamment avec la mise en avant des sources jusqu'au moment des croisades, etc. Euh, le contexte un peu historique, entre guillemets géopolitique, etc., avant la première croisade, et en dernier, comment est défini justement, comment est défini et comment a été compris par beaucoup de médiévistes occidentaux ce qu'est une croisade, avec justement quelques exemples qui ne sont pas qui sont appelés croisades, mais qui ne sont pas forcément acceptés en tant que croisade en tant que telle auprès de beaucoup de médiévistes, auprès de beaucoup de médiévistes occidentaux. Donc reprenons. Donc après toutes les observations qu'on a fait la dernière fois par rapport à la bataille de Ain Jalut, donc on peut donc les observations qui ont été faites prouvent plusieurs points cruciaux. Premièrement, Ain Jalut n'était pas un accident. Les Mongols de Kitbourra avaient bien l'intention de conquérir la Palestine pour les chrétiens, puis de soumettre l'Égypte pour eux-mêmes. Ce ne sont pas là les objectifs d'une simple patrouille frontalière, ni d'une petite armée. Deuxièmement, Hulagu Khan ne s'est pas rendu en Mongolie, mais s'est arrêté à Tabriz. Et sa grande armée, s'il en restait une, aurait donc pu revenir pour écraser rapidement les Mamelouks. Donc troisièmement, Hulagu Khan a d'abord bien traité An-Nasir
et il était confiant dans le fait que la campagne de Kitbourra puisse lui permettre de lui redonner un royaume et un titre princier, sous la souveraineté des Mongols naturellement. Une fois que les Mongols auraient vaincu les Mamelouks, lorsque le contraire se produisit à Ain Jalut, où l'Agha Khan fit exécuter An-Nasir. Donc l'affirmation générale selon laquelle la victoire des musulmans à Ain Jalut était le fruit de leur supériorité numérique peut être réfutée en prenant en compte le fait, d'une part, les historiens nous disent que cette petite armée entre guillemets mongole s'était retrouvée par hasard à Injalut et que d'autre part, ils nous rapportent également qu'avant la bataille, les Mongols avaient envoyé une ambassade aux Mamelouks en Égypte pour leur ordonner de se soumettre ou de faire face aux conséquences de leur résistance, l'anéantissement par une puissante armée. L'armée mongole était soit une patrouille perdue, soit une armée d'invasion marchant contre l'Égypte. Il était impossible qu'elle soit les deux. En fait, pourquoi c'est impossible si on prend en compte justement le fait qu'ils ont envoyé une ambassade, qu'ils ont envoyé en fait une ambassade des émissaires mongols pour demander en fait aux Mamelouks de se soumettre, etc., au risque de justement se retrouver face à une armée conquérante, etc., c'est que dans le contexte militaire de l'époque, même avec les spécificités euh, de chaque groupe, de chaque dynastie, de chaque nation, etc., en fait, souvent, il y avait quand même cette pratique commune que avant une bataille, tu envoyais des émissaires. Avant une invasion, tu envoyais des émissaires. C'était des règles de diplomatie pour l'époque. Tu n'envahissais pas un pays comme ça. La règle de diplomatie voulait que tu, entre guillemets, lorsque tu voulais conquérir un pays, tu préviennes en fait avant ou tu envoies des petites escouades, des petites escarmouches pour faire passer un message. Tu n'envahissais pas un pays où tu ne rentrais pas en bataille avec une armée complète sans envoyer un message au préalable. Et ça, c'était quelque chose qui était euh, notoire, entre guillemets, qui était entre guillemets notoire et qui était, j'ai envie de dire, généralisé. C'est pour ça que ça paraît peu logique que justement les Mongols envoient en fait une ambassade avec des émissaires auprès des Mamelouks, si derrière, en fait, ils envoyaient juste une petite escouade histoire de maintenir des frontières. C'est un non-sens. Ils n'auraient pas envoyé d'ambassade auprès des Mamelouks. Donc, soit on admet le fait que c'était une armée conquérante, envahissante, qui s'était alliée aux croisés pour récupérer le Chem, etc., la Palestine, etc., et laisser la Palestine et le Chem sous domination franque, et que eux prennent contrôle de l'Égypte, soit en laissant une, euh, une dynastie locale égyptienne au pouvoir, et derrière, euh, et j'ai envie de dire derrière, de... comment je pourrais dire ça? Et de laisser en fait une dynastie locale sous régence, entre guillemets, enfin, soumise à l'autorité mongole, ou de dominer par eux-mêmes, en fait, justement, le territoire. Mais avec l'épisode de An-Nasir, c'était beaucoup plus la première option, donc de mettre en fait un dirigeant soumis en Mongol au pouvoir en Égypte. Une autre affirmation répandue veut que les victoires musulmanes aient toujours été accomplies contre de petites armées croisées. Un historien britannique, par exemple, dans son ouvrage sur l'expansion médiévale de l'Europe, insiste constamment sur ce point. Donc la petite échelle de la population des États latins, la pénurie chronique des effectifs militaires, le nombre relativement faible d'Européens ayant eu domicile sur les terres conquises de Syrie et de Palestine, le manque de colons en Orient, le nombre relativement faible de colons européens, malgré cette insistance, il ne se prive pas d'affirmer dans le même livre, se contredisant lui-même,
en disant que de très nombreux Européens ont visité la Terre Sainte au cours des 2 siècles qui séparent 1099, c'est-à-dire la prise de Jérusalem, à 1291, donc la chute de Saint Jean d'Acre, en tant que pèlerins, marchands ou soldats. Les mouvements démographiques vers l'Orient étaient constants et ne se limitaient pas aux grandioses expéditions menées par les membres de la haute noblesse européenne ou par des rois et empereurs qui sont décrites de manière trompeuse comme les seules croisades. Donc ça, c'est l'historien, c'est J.R.S. Phillips, et donc dans son livre l'expansion médiévale de l'Europe, et qui a été édité en 1988 aux éditions de l'Oxford University Press. Une autre historienne britannique, pour sa part, prétend le nombre de combattants lors des batailles est parfois indiqué dans les chroniques musulmanes. Mais ces faits, entre guillemets, sont vagues et peu fiables. Même des escarmouches victorieuses contre les Francs peuvent être transformées en grandes victoires par le truchement du grossier gonflage de la taille de l'armée ennemie, en mettant l'accent sur la brillante performance sur le champ de bataille des soldats musulmans, largement inférieurs en nombre, mais vaillants et assistés de Dieu. L'ironie veut qu'après la première croisade, alors que les effectifs et le moral des croisés étaient à leur apogée, les Francs n'aient que rarement entrepris le siège de grandes villes de l'extérieur, à la notable exception du siège de Damas lors de la deuxième croisade. Ils n'étaient tout simplement pas assez nombreux pour le faire, et dans les sources islamiques, il est parfois difficile de distinguer les batailles à part entière des engagements à petite échelle, quoique de nombreux affrontements entrent probablement dans cette dernière catégorie. Certains historiens français sont des champions de cette réduction du nombre de croisés face aux musulmans. Dans un court article sur la construction de châteaux en Orient, l'un d'entre eux nous rappelle à chaque page que les effectifs des chrétiens étaient minimes et que des comtés entiers comme ceux de Tripoli et d'Édesse n'étaient défendus que par de très faibles effectifs de chevaliers et de fantassins. Il affirme par exemple: sur les quelques dizaines de milliers de chevaliers et de fantassins qui répondirent à l'appel du pape Urbain II, c'est-à-dire lors de la première croisade, seuls 1200 chevaliers et peut-être 10 000 fantassins assiégèrent Jérusalem. Et la ville avait été prise en 1099 dans un grand effort de foi et d'héroïsme que les effectifs diminuèrent encore. Pour beaucoup, le vœu de croisade avait été accompli et rien ne les retenait en Syrie. La plupart des combattants sont alors rentrés chez eux. Lorsque Baudouin Ier fut élu roi, en 1100, il n'avait à sa disposition qu'entre 200 et 300 chevaliers, 2000 fantassins. Ces chiffres ne peuvent être acceptés pour un certain nombre de raisons. Donc tout d'abord, il aurait été impossible pour les croisés de simplement maintenir leur présence et encore moins d'exercer un contrôle sur une quelconque ville ou région d'importance avec des effectifs aussi faibles. Deuxièmement, ces chiffres contredisent toutes les sources contemporaines des événements, qu'elles soient chrétiennes, occidentales, byzantines ou musulmanes, qui parlent toujours de centaines de milliers de croisés. Troisièmement, ces chiffres contredisent également les chiffres des sources secondaires plus anciennes, qui évoquent également un nombre considérable d'hommes, des centaines de milliers pour chaque croisade, soit au total des millions de croisés impliqués. Quatrièmement, des sources contemporaines des événements insistent également sur le fait que les croisés n'aient pas été nombreux à rentrer en Occident. Fouché de Chartres, témoin direct de la première croisade, écrivait ainsi: Dieu a enrichi ceux qui étaient dans le besoin, ceux qui n'avaient que quelques sous possèdent d'innombrables baisans. Baisans, en fait, c'est une unité de mesure, en fait. C'est une unité de mesure de l'époque, mais je pourrais pas vous dire comme ça de tête à quoi ça correspond, mais c'est une unité de mesure. Celui qui n'avait pas de village possède ici une ville entière qui lui a été offerte par Dieu. Pourquoi donc celui qui a trouvé l'Orient ainsi retournerait-il en Occident? Nous voyons donc ici un bel exemple de cette tendance cavalière, désormais coutumière, qui consiste à se dispenser de toutes sortes de références
et de preuves, comment serait-il possible au XXe siècle, sans recourir à aucune source, de prétendre connaître avec assurance le nombre des croisés? Pourtant, alors que l'on nous répète constamment que les musulmans combattaient de très faibles effectifs de croisés, les faits historiques à l'état brut nous montrent tout le contraire. Les sources anciennes évoquent des millions de croisés, et les chroniqueurs chrétiens contemporains des événements tels que Guillaume de Tyr, Froissart ou Fouché de Chartres confirment ces chiffres impressionnants. Lorsque Bernard de Clairvaux prêcha la seconde croisade, nombre de villes européennes sont littéralement vidées de leurs hommes en âge de se battre, des centaines de milliers prenant la route de l'Orient. Il ne pouvait guère y avoir une seule famille qui n'y ait pris part, surtout si on considère qu'entre les principales croisades, de nombreuses expéditions de moindre envergure étaient également organisées. Les chiffres montrent également de façon très claire que l'ensemble de la chevalerie d'Europe occidentale a été impliqué dans les croisades, et ce pendant des générations entières. La seule armée de Richard Cœur de Lion, euh, transportée par la flotte anglaise, a nécessité 100 navires marchands et 20 navires de guerre. On peut ainsi citer de manière aléatoire les armées arrivées entre 1100 et 1101 qui furent anéantis par les Turcs, soit près d'un demi-million d'hommes, d'armes et de civils mêlés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça- si dans vos têtes vous imaginez quand on parle de millions de personnes, de plusieurs millions de personnes, si vous imaginez qu'on parle uniquement de millions de chevaliers, de soldats, de fantassins, etc., c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut savoir que beaucoup euh, beaucoup de civils en fait qui ne sont pas forcément des chevaliers, des soldats, etc. En fait, partaient en Terre Sainte, accompagnaient les croisades en Terre Sainte, dans le but derrière de pouvoir s'enrichir, soit par le commerce, soit par l'agriculture, etc. Parce que peu de temps avant la première croisade, en Europe, il y a eu de graves pénuries de nourriture. Il y a eu des graves pénuries de nourriture, il y a eu des sécheresses, il y a eu des sécheresses qui ont fait que c'était compliqué d'avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde. Donc beaucoup, en fait, progressivement, euh, comment je pourrais dire ça? En fait, ont tenté l'expérience de l'Orient pour essayer d'améliorer leur situation quotidienne. Et beaucoup, en fait, parmi ces gens-là, étaient des fermiers, des commerçants, des gens, des forgerons, des gens qui n'étaient pas forcément des militaires, en fait. Et, euh, et c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, est-ce que ces gens-là ont pu participer à l'effort de guerre à leur échelle? Oui, ils ont complètement pu être enrôlés en première ligne dans certaines batailles, comme participer justement au ravitaillement des chevaliers, des fantassins, etc. Ou alors en tant que forgeron, écuyer, compagnie. Donc ne soyez pas choqués du nombre de personnes, c'est pas forcément uniquement des soldats, c'est des populations entières en fait qui se déplaçaient pour tenter l'Eldorado de l'Orient, comme on peut dire. Et bah des fois, il était possible dans certaines situations que des non-chevaliers, des non-soldats participent à certaines batailles. Donc la puissante armée qui, lors de la troisième croisade, suit Frédéric de Souabe par la route côtière jusqu'à Acre, comptait 200 000 hommes. Il est rapporté que l'armée d'Acre, en 1191, aurait compté jusqu'à 300 000 hommes. Et là, on parle juste de militaires. Et les renforts en hommes et en matériel étaient constants et ininterrompus, surtout au printemps et en été. Henri Ier, le frère du comte de Champagne, se rendit deux fois en Orient. La première fois en 1178 avec Pierre de Courtenay, le frère du roi et d'autres princes pour une de ses nombreuses croisades privées
qui, comme le fait remarquer un historien, ont drainé d'Europe autant d'argent et d'hommes que les croisades nationales, mais dont les expéditions individuelles sont rarement évoquées dans la grande histoire générale. D'autres forces arrivaient également de toutes les régions d'Europe. En 1217, par exemple, les croisés hongrois quittèrent Spalatro dans des navires vénitiens, tandis que d'autres venaient de Brindisi, de Marseille et de Gênes. Au printemps 1218, une autre force de Frison arriva de Cologne et du Rhin. L'ampleur du mouvement des croisades était telle que, selon l'historien américain S. P. Scott, jusqu'à 6 millions de croisés auraient péri en Orient. Ce chiffre n'est pas nécessairement exagéré. Si l'on additionne une foule d'événements militaires spécifiques, par exemple en 1101, dans le sillage des croisades, près de 50 000 Français, Lombards et Provençaux trouvèrent la mort à Castamuni, tandis qu'autour de 15 000 Nivernais périssaient près d'Héraclée. Dans la même région, une cinquantaine de milliers d'autres originaires d'Aquitaine et de Bavière étaient également tués la même année. Les mêmes pertes considérables furent subies lors de la seconde croisade en l'an 1148, lors de laquelle des dizaines de milliers de croisés furent annihilés en Asie mineure par les Turcs. Pourtant, comme le souligne une historienne française, les échecs retentissants des croisades ont été passés sous silence ou attribués à des causes accidentelles. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 6 millions, c'est pas 6 millions lors de, comment je pourrais dire ça, d'une période courte. C'est les 6 millions qui sont reconnus sur, on va dire, les vraies grandes époques des croisades, c'est-à-dire entre 1096, début de lancement de la première croisade, et 1291, donc chute de Saint-Jean d'Acre. Donc c'est 6 millions sur 200 ans. C'est quelque chose qui peut paraître beaucoup. C'est quelque chose qui peut paraître énorme comme ça, mais c'est pas si, en fait, c'est pas si logique que ça. C'est pas si logique. Sachant que des fois, sur des armées exemple tout bête, des armées qui comptent 200, 300 000 soldats et chevaliers d'un côté, ou 100, 150 000 de l'autre, il y a déjà 400 000 personnes. Il suffit qu'il y ait entre 50 et 100 000 personnes, on peut sur 10 batailles, allez, juste 100 000 personnes qui meurent d'un côté en 10 batailles, on a atteint le million en fait. Si à chaque fois 10 000 personnes, si à chaque fois 100 000 personnes meurent sur un champ de bataille, et en 10 batailles, on a atteint le million. Et à l'époque, les batailles, bien sûr, il y a eu toujours des temps où il y avait moins de batailles que d'autres, mais à cette époque, les batailles entre musulmans et croisés étaient assez régulières en fait. C'était peut-être pas tous les jours non plus, mais assez régulièrement, il y avait des batailles, des expéditions et des razzias sur les territoires musulmans par les Francs. Et qui dit bataille, expédition, razzia, dit forcément combat et donc forcément mort. L'on peut fréquemment lire également que les victoires musulmanes auraient été dues à la malchance entre guillemets des croisés, à de mauvaises conditions météorologiques, à des épidémies et bien d'autres malheurs, qui semblent toujours opportunément affecter les croisés avant leur défaite face aux musulmans. Au sujet de la victoire musulmane de Hattin en 1187, un célèbre historien français écrit ainsi: la chaleur était accablante et les hommes étaient déprimés. Ils sentaient bien la mauvaise fortune dans l'air qui les entourait. N'était-il pas tombé sur une sorcière, une esclave musulmane appartenant à un Syrien de Nazareth, en train de jeter des sorts pour livrer l'armée, comme elle l'avait avoué à Saladin. Il l'avait brûlée vive, bien sûr, mais cela pouvait-il défaire les effets de sa sorcellerie? Et Saladin avait 60 000 hommes, tandis que les croisés n'en avaient que la moitié. Il semblerait également, d'après les auteurs occidentaux, que les musulmans en contact prolongé avec les compétences militaires prétendument supérieures des croisés aient ainsi appris à vaincre leurs ennemis par ses propres méthodes. Tout au long de son ouvrage, une historienne britannique s'attache ainsi à
montrer que les croisés possédaient des techniques militaires supérieures que les musulmans leur ont reprises, et notamment en matière de guerre de siège, sans, semble-t-il, réaliser que les musulmans avaient développé des compétences en la matière dès l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, et donc là, ce qui est intéressant, c'est que il montre en fait, il appuie son argument sur les techniques de siège qui existaient depuis le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et pour ça, il cite Al-Baladuri, At-Tabari, euh, et tout ça, en fait, ça a été écrit dans un livre de S.A.Q. Hosseini, l'administration arabe, Periamet, euh, Madras. Ça, je sais pas si c'est la suite du titre ou. Enfin bref. Donc en gros, si vous lisez Al-Baladuri ou At-Tabari, vous pouvez retrouver justement des, euh, des sources qui démontrent en fait que les techniques de siège se sont développées en fait et améliorées déjà dès le temps du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc en attribuant les succès des Mamelouks dans la reprise des forteresses croisées à l'utilisation de l'artillerie et des techniques militaires inspirées des Francs, elle omet également de noter qu'un siècle avant eux, Salah ad-Din avait déjà capturé presque tous les châteaux des croisés, souvent en l'espace de quelques jours. En moins de 3 ans, la majeure partie de la Palestine et de la Syrie était tombée entre ses mains, c'est-à-dire Salah ad-Din al-Ayyubi. Alors que les croisés avaient mis 60 années à s'en emparer, ce qui contredit totalement les affirmations de cet auteur. La même historienne discrédite également la qualité des fortifications musulmanes. Les mangeonneaux est resté le principal engin permettant de lancer des projectiles lourds durant les sièges tout au long des XIIe et XIIIe siècles. Mais en tant qu'arme de guerre, il s'est éteint après le retrait des Francs du Proche-Orient. Ce qui, ce qui a sans doute beaucoup à voir avec la qualité nettement inférieure des fortifications musulmanes. Les châteaux musulmans pouvaient être pris par des moyens plus simples et plus rapides que les nouvelles armes de siège développées en Occident. Contrairement à ce qui est ici prétendu, les preuves historiques attestent de la réputation de solidité des places fortes musulmanes. Nous pouvons ainsi lire chez cet auteur médiéval: l'une des dernières places fortes de Gascogne a dû se rendre aux Anglais durant les premières années de la guerre, c'est-à-dire au milieu du XIVe siècle, fut la Réole. Les habitants proposèrent la reddition et les Anglais acceptèrent leurs conditions. Mais le commandant du château préféra se retirer dans la place forte avec ses soldats, où de grandes quantités de vin et d'autres provisions leur permettaient de poursuivre la lutte. Les Anglais s'avancèrent alors contre le château et dressèrent toutes sortes de machines contre lui. Mais ils ne firent que peu de dégâts car le château était très haut et bâti d'une pierre dure. Il avait été érigé bien longtemps avant par les Sarrasins qui en avaient fait des fondations si solides et un travail si curieux que les constructions de ces machines n'avaient aucun effet. Que les constructions de notre temps ne peuvent lui être comparées. Le comte Sapper avait fait des travaux si solides et d'un travail si curieux que les constructions de notre temps ne peuvent lui être comparées. Le comte s'apercevant que ces machines n'avaient aucun effet, il leur ordonna de cesser et comme il ne manquait pas de mineurs dans son armée, il leur ordonna de saper les fossés du château afin de pouvoir passer par en dessous. De même, un peu partout autour de la Méditerranée, en Espagne, en Orient et même dans d'autres parties de l'Europe, ce sont bien les chrétiens qui faisaient appel à des artisans musulmans et non l'inverse. La rubrique suivante prouvera et montrera aussi amplement que la fortification des châteaux est l'un des domaines où l'impact de l'islam sur l'Occident chrétien fut le plus fort. Donc là, l'impact civilisateur des croisades. L'affirmation selon laquelle les croisés ont amené avec eux en Orient des techniques avancées
en particulier dans les domaines de la technologie militaire, des arts et de la guerre et de la construction, s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la théorie selon laquelle la technologie moderne ne serait que le fruit du génie occidental, telle qu'elle fut soutenue par les historiens des sciences de premier plan, tels que Clagett, Lynn White Jr., Gimple et leurs disciples. Et ça, c'est quelque chose, en fait, on voit ici que le narratif selon lequel, par exemple, la France coloniale aurait tout apporté en Occident, en Algérie, pardon, avec la colonisation. En fait, c'est un narratif qui n'existe pas depuis hier, en fait. Et ça, c'est ce qu'on va voir que même pendant les croisades, si les musulmans ont pu développer leurs techniques militaires, leurs armes de siège, etc., c'est uniquement parce que les croisés sont venus à cette époque et qu'ils ont utilisé ces outils-là ces armes de siège-là pour justement combattre et envahir les musulmans et que les musulmans n'ont fait que voler ce truc-là. Le fait de développer des armures lourdes, ça vient uniquement des chevaliers croisés, etc., etc. Donc le narratif, comme quoi le monde musulman ne s'est développé scientifiquement parlant, matériellement parlant, etc., ne se fait que par l'Occident, que par l'existence de l'Occident. Déjà de un, on sait que c'est complètement faux, que c'est plutôt l'inverse. De 2, même de manière générale, hein, ce qui a existé en Orient au préalable, que ce soit le Proche, le Moyen-Orient, donc la zone de la péninsule arabique et de l'Égypte, etc., et même de l'Extrême-Orient, donc Asie, Chine, Extrême-Orient asiatique, donc Chine, Japon, etc. En fait, ce qui a été inventé d'abord chez eux a ensuite été progressivement ramené en Occident, en Occident, soit par le commerce, soit par les invasions militaires occidentales. Mais c'est certainement pas euh, l'Occident qui a tout amené, qui a tout construit en fait dans ces pays-là. Par exemple, au sujet des moulins à vent. Un historien américain décrit: les moulins à vent sont apparus pour la première fois en Europe au XIIe siècle, plus précisément en 1137, dans le Leicestershire. Ouah, des fois, les noms des provinces anglaises, c'est une dinguerie. Leicestershire. Ils ont ensuite rapidement proliféré ailleurs. Dans les années 1190, les croisés allemands construisaient des moulins à vent en Syrie, ce qui a inspiré leur développement Ce qui a inspiré leur développement n'est pas certain. Le modèle distinctement occidental semble avoir été une invention indépendante, peut-être suggérée par les principes mécaniques et l'efficacité de production associés aux moulins à eau familiers. Cette prétention est totalement erronée. En premier lieu, car les moulins à vent sont précisément apparus en Europe durant l'ère des croisades, après l'établissement de contacts soutenus avec l'Orient islamique. Surtout, cette affirmation selon laquelle les croisés allemands auraient exporté cette technique en Orient est complètement infondée, car les moulins à vent sont apparus pour la première fois en terre d'islam sous le règne du calife Omar ibn al-Khattab. Et donc ça, on peut le voir et ça, on peut trouver la source de ça chez At-Tabari, avant d'être amené en Syrie par les Arabes au cours du 8e siècle. C'est dans ce même pays que les croisés ont découvert l'existence des moulins à vent, comme le suggèrent les preuves archéologiques retrouvées dans des ruines de leur château. Comme l'affirme l'historien Aldo Mieli, une référence dans l'histoire des sciences, c'est en Syrie que les chrétiens d'Occident ont découvert l'usage des moulins à vent. Croisés et pèlerins les avaient observés en Orient et les premiers exemples n'ont ensuite pas mis longtemps à apparaître en Europe. L'orientaliste Bernard Cara de Vaux souligne qu'en Europe, le plus ancien texte relatif aux moulins à vent est un acte français de 1105, accordant à une communauté religieuse le droit d'installer l'un de ces appareils, que l'on nommait alors Molendinam Adventum.
Une date qui coïncide presque exactement avec le retour au pays des premiers croisés français qui avaient constitué le gros des troupes de la première croisade. Notre exemple du moulin à vent s'inscrit également dans le schéma général de l'introduction à la même époque de nombreux autres éléments civilisationnels et avancées technologiques d'Orient, en Europe. Parmi ces influences, on peut citer de nouvelles techniques de construction, de nouvelles pratiques commerciales, des avancées médicales de toutes sortes, et nombre d'autres innovations au sujet des moulins à vent. Enfin, qu'il existe des différences entre les moulins à vent d'Orient et d'Occident. Ne suppose pas des origines indépendantes, mais obéit à des règles fondamentales, selon lesquelles les avancées technologiques ont lieu à un endroit spécifique, avant d'être progressivement transformées à d'autres moments et en d'autres lieux pour s'adapter aux conditions, aux ressources et d'autres facteurs. En gros, ce qui est dit, c'est que la différence entre le moulin à vent oriental et occidental ne veut pas dire que ne veut pas dire en fait que ce sont deux constructions indépendantes l'une de l'autre, mais que le moulin à vent oriental qui a été créé en Orient, qui s'adapte aux conditions météorologiques d'Orient, d'Orient, à la réalité du terrain sur place, etc., etc., ne va pas être construit sur le même modèle en Occident qui a des conditions météorologiques complètement différentes, un terrain complètement différent. Donc, qu'est-ce que les ingénieurs, entre guillemets, qu'est-ce que les ingénieurs, les cerveaux, entre guillemets, occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le principe de base, le principe mécanique de base du moulin à vent oriental, dans le but de réfléchir à comment est-ce qu'il peut s'adapter de la meilleure des manières aux conditions météorologiques occidentales, tout simplement. Donc ce n'est pas deux créations indépendantes, c'est une création qui s'est inspirée d'une autre et qui s'est adaptée à sa temporalité et à sa localité. Il est aussi fréquemment expliqué que l'architecture militaire aurait été transportée en Occident par les croisés. Un historien français Un historien français nous dit ainsi que, venus d'Occident, les croisés ont importé avec eux leurs techniques de fortification. Alors que les donjons étaient au XIe siècle encore construits en bois, la rareté de ce matériau en Syrie a conduit les Francs à utiliser la pierre et à ériger des voûtes qui soutenaient les deux étages du donjon. Le même auteur s'attarde ensuite sur les compétences architecturales françaises en Orient et prétend que ce n'est pas à la ruse que les musulmans ont réussi à prendre ces châteaux, comme lorsque Beybars. Attends. Et prétend que ce n'est que grâce à la ruse, pardon, que les musulmans ont réussi à prendre ces châteaux, comme lorsque Beybars, rahmatullah alayh, dupa les défenseurs d'une des places fortes avec une fausse missive. Il conclut sur un ton triomphant que le projet de l'architecture militaire serait désormais l'apanage de l'Occident. Sur le même sujet, une historienne britannique écrit: presque tous les châteaux croisés étaient conçus pour résister à un siège, ce qui n'était pas le cas des châteaux musulmans, puisque les croisés étaient toujours trop peu nombreux pour infliger des dommages significatifs. Du côté des croisés, quelques hommes devaient faire le travail de beaucoup, alors que les musulmans étaient toujours très nombreux. Compte tenu de cette différence fondamentale d'approche et de fonction entre les châteaux croisés et musulmans, il est peu probable que les musulmans aient ressenti le besoin de faire des emprunts importants aux croisés dans l'art de la fortification, bien que les forteresses croisées aient manifestement été supérieures dans leur conception et leur exécution. Ces opinions ne résistent pas à un examen plus approfondi. Premier point. Tout d'abord, les châteaux construits par la chrétienté occidentale, médiévale, et qui ont survécu jusqu'à nos jours ont suivi et non précédé les croisades, ce qui implique bien un transfert de l'Orient vers l'Occident et non l'inverse. Deuxièmement, nombre de châteaux ont été construits sur des modèles orientaux, inspirés par les méthodes musulmanes, par les croisés de retour au pays.
Philippe d'Alsace, comte de Flandre, par exemple, a fait bâtir le château de Gand à son retour d'une expédition en Palestine, entre 1176 et 1178, en s'inspirant de la forteresse de Toron, entre Tyr et Acre, tandis que Richard Cœur de Lion a fait construire le château Gaillard après la troisième croisade, en prenant exemple sur le krach des chevaliers. Le roi Édouard Ier, qui avait pu observer le château d'Acre, ordonna la construction de places fortes similaires à Arlèche, Conwy, Caernarfon, pour soumettre les Gallois conquis. Troisièmement, il est également admis que les croisés ont glané des innovations techniques telles que l'usage des machicoulis dans les forteresses musulmanes de Syrie et d'Égypte. Une autre caractéristique de l'architecture militaire empruntée au monde musulman est l'entrée à angle droit ou en crochet des forteresses, par une porte dans les murs à laquelle un ennemi qui l'avait atteinte ne pouvait voir ou tirer à travers. Vers la cour intérieure, ces entrées en croix ont été utilisées pour la première fois à Bagdad au 8e siècle, puis dans la citadelle de Salah ad-Din au Caire, débutée en 1176 avant d'atteindre leur apogée dans la citadelle d'Alep. Quatrièmement, des techniques de construction civile ont également été importées par les croisés de l'Orient vers l'Occident. En Orient, les croisés et ceux qui les ont suivis ont en effet été exposés à de nouvelles idées qui ont eu une grande influence sur eux. L'historien de l'architecture John H. Harvey fait notamment référence aux techniques utilisées par les maçons seldjoukides en Anatolie. Les Seldjoukides ayant été les principaux adversaires des croisés durant la première croisade, les techniques habiles des maçons d'Anatolie ont ensuite été réemployées par les croisés dans leurs propres édifices. Leur nouvelle arche, par exemple, était semblable à celle du pont de Diyarbakir sur le Tigre, près d'une mosquée, où les Turcs seldjoukides avaient également utilisé des arches d'un style qui serait bientôt familier en Occident. Il ne fait aucun doute que de nombreuses compétences ont été acquises par l'Europe grâce à l'expérience des croisades, notamment en interrogeant les artisans locaux. Cinquièmement, il est fort probable que les ingénieurs francs de retour de la première croisade soient entrés avec de nouvelles connaissances en termes de méthodes structurelles et de techniques d'ingénierie. C'est là encore que certains captifs d'Orient, aux capacités particulièrement recherchées, aient été ramenés en Occident. L'un d'entre eux au moins, un certain Lalis, a construit l'abbaye de Nice et aurait été l'architecte d'Henri Ier. Au cours des croisades, un grand nombre de maçons musulmans réduits en esclavage ont en effet été déportés en Europe par leurs nouveaux maîtres. Parmi les armées que l'Occident a envoyées durant des siècles en Orient, se trouvaient nombre d'ouvriers de toutes sortes, artisans, architectes, ingénieurs et bâtisseurs dont le séjour en Syrie et en Palestine était suffisamment long pour leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires au transfert de ce savoir-faire. Enfin, il faut signaler que dans tous les sièges, ce sont toujours les assiégeants qui, qui sont supérieurs en nombre et non l'inverse. Il aurait été impossible à une poignée de soldats croisés d'assiéger une multitude de musulmans, à moins que cette multitude ne soit composée que de civils incapables de se battre. Et l'histoire des croisades est remplie de sièges de villes, forteresses et citadelles musulmanes par des armées croisées qui échouaient généralement à s'en emparer, ou comme dans le cas d'Acre en 1191, y parvenaient en 2 ans alors que les musulmans reprenaient ces mêmes villes au siège suivant en à peine quelques semaines. Ces exemples prouvent bien l'inanité des affirmations d'historiens occidentaux survolées plus haut. Donc sur le fait que les forteresses musulmanes, euh, en fait, n'existaient que par la présence des forteresses occidentales et que en fait les musulmans ne reprenaient les forteresses occidentales qu'en utilisant des stratagèmes rusés, etc., etc. Alors que les forteresses musulmanes étaient facilement prises par les croisés, etc. Antioche, par exemple, ils ont mis plusieurs mois à faire le siège d'Antioche.
Édesse, ils ont dû passer par Édesse, ils ont dû passer par la manipulation des chrétiens locaux, etc., etc., euh, et passer par tout un stratagème pervers pour choper Édesse. Par contre, euh, par la suite, lorsqu'il y a eu une réelle volonté de faire le siège de Édesse, certes, la première fois, l'armée de, euh, l'armée de Kitpura, si je me souviens bien. Ouais, si je me souviens bien, c'est ça. En fait, l'armée du Bey d'Alep, en gros, de l'Atabeg, de Atabeg de Mossoul, lors de la première croisade, qui a tenté de reprendre Alep, qui a tenté de reprendre Édesse, n'a pas réussi parce que justement, euh, pas uniquement parce que les forteresses et le siège étaient bien tenus, mais parce que justement, euh, les croisés locaux, en fait, ont fait preuve d'une cruauté sans borne, en fait, pour éviter que l'armée seldjoukide de Atabek de Mossoul ne reprenne Édesse, en menaçant les populations, d'utiliser les populations civiles comme chair à canon, etc., etc. À Antioche, les croisés sont rentrés la veille du siège avant que les Seldjoukides en fait n'arrivent à eux prendre le siège. Pareil, il aura fallu des tensions en interne sur la gestion dans l'armée seldjoukide sur la gestion du siège. Il aura fallu des tensions en interne, des trahisons des trahisons de, euh, de certains Arabes, notamment des Fatimides, et j'ai envie de dire aussi une bonne dose de cruauté par exemple en catapultant des têtes et des corps de personnes assiégées sur l'armée pour justement faire en sorte que les Seldjoukides, en fait, choqués par tous ces faits, n'arrêtent le siège. C'est-à-dire entre les trahisons des Fatimides, les divisions en interne. Euh, ouais, exactement. Ouais. Le cannibalisme. Bon, certains vont relativiser le truc, mais vont relativiser. Mais oui, le cannibalisme a fait partie justement ouais, de l'armée des croisés, notamment lorsque les croisés justement faisaient le siège d'Antioche. Et cette réputation a très rapidement tourné dans le monde musulman. Donc après, lorsqu'ils ont commencé à catapulter des têtes, des bustes, des corps, etc., de mecs sur l'armée de la Tabek de Mossoul, ouais, forcément, l'impact psychologique, il est là quand même. Tu sais, on s'est dit, c'est qui ces genoux, tu vois. C'est quoi ces démons, tu vois. Et vraiment, c'est là où, en fait, justement, dans les premiers temps, il y a eu des tels actes de barbarie qui ont été faits par les croisés que beaucoup pensaient en fait que c'était pas une armée faite d'humains en fait. Beaucoup de musulmans pensaient que c'était une armée composée de shayatines. Et d'une certaine manière aussi, c'est pour ça que assez facilement ils se sont déplacés dans le monde musulman. Parce que ce qui s'est passé dans le sud de l'Anatolie, dans le sud de l'Anatolie, nord Syrie, etc., les dingueries qui ont été faites par les croisés, et même avant auprès des Seljoukides et tout, en fait, ont choqué le monde musulman. Vraiment. Euh, et c'est en ce sens où ils se sont déplacés facilement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit qu'ils n'affrontaient pas des gens normaux. Il a fallu attendre les croisades de secours quelques années après le début de la première croisade
Et les premières, un petit peu, si on parle un petit peu trivialement, les premières peignées que se prenaient les croisés, euh, pour qu'en fait les musulmans se disent, ouais, non, c'est peut-être pas des djinns finalement. C'est pas des chéyatines. C'est des gens comme toi et moi, c'est juste que c'est des gens qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas d'éthique. Parce qu'il faut savoir que avant, ils les connaissaient comme mercenaires, donc tu sais, des soldats qui étaient envoyés, qui faisaient leur mission de bataille, qui repartaient. Ils ne les connaissaient pas réellement, à part dans des batailles spécifiques, en tant que à part dans des batailles en tant que mercenaires pour les Byzantins. Mais ils ne les ont pas vus en tant qu'armée conquérante, comme pendant les croisades. Donc ils les connaissaient très peu au final en Orient. Dans d'autres coins, oui, ils les connaissaient un peu plus. Mais en Orient, les Seldjoukides, les Arabes, les dynasties arabes locales, etc., ne les connaissaient pas réellement. Par contre, aller du côté des Arabes d'Al-Andalus, des Berbères, etc., là, c'est autre chose. Et, euh, et en fait, quand ils sont arrivés, c'est eux, ils connaissaient les chrétiens, les Byzantins, les chrétiens d'Orient, etc. Ils les connaissaient. Ça fait des siècles qu'ils vivent côte à côte. Mais le Byzantin est certes fourbe. Oui, parce que les Byzantins étaient fourbes. Vous savez, tu sais, ce côté un petit peu très byzantin de la diplomatie. Très byzantin, tu vois, de la diplomatie et tout. Et, euh, et on va s'arrêter là après. Où on va signer des accords de paix, puis dès qu'on sent que le vent tourne, on va détourner le truc. Enfin, la diplomatie byzantine, c'est quelque chose. Attention, hein, c'est pas des rigolos les mecs. C'est pas forcément, euh, c'est pas forcément des bourrins au niveau militaire. C'est pas forcément des bourrins, mais par contre, ouais, c'est des stratèges. C'est des stratèges, des comploteurs hors pair. Mais ils ont une certaine forme de noblesse dans le comportement, entre guillemets. Ils ont une certaine forme de noblesse dans le comportement, tu sais, tu sais, ce côté où ils mettent beaucoup en avant l'or, les trucs comme ça, tu vois, tu sais, voilà. Pareil, les chrétiens d'Orient locaux, les Syriaques, les Arméniens, les Coptes, etc. Pareil, ils ont cette mentale très orientale, en fait, dans leur gestion politique et militaire. Là, on se retrouve avec des barbares qui viennent d'on ne sait où, qui viennent d'Occident. Euh, on les connaît comme mercenaires, on sait que c'est des... Par exemple, les Normands étaient très souvent pris comme mercenaires. Donc les Normands, on sait que les mecs, voilà, c'est des bourrus qui crient taillot et qui foncent dans le tas. Mais lors des premières croisades, ouais, il y a des réelles dingueries en fait qui se sont faites à tel point que tu lis certaines chroniques de l'époque, ils pensaient pas que ces gens-là étaient humains en fait. Ah non, ils pensaient que c'était des chéyatines. Mais tout ça pour revenir sur ce qu'on disait, c'est que en fait toute cette longue lecture qu'on fait, ou peut-être pour ceux qui les regardent, etc. depuis le départ, ne voient pas en fait l'intérêt de rentrer justement dans toutes ces questions-là, mais si tout l'intérêt est là, c'est de un, les croisades sont une première forme de colonisation telle qu'on l'entendra par la suite à partir du courant du 19e, courant du 19e jusqu'au 20e, jusqu'au milieu des années 20e, où justement euh, la colonisation, avec toute cette volonté de trahir, de détruire le monde musulman, le monde arabe, etc., et de dire que l'Occident a tout fait, que les Arabes sont l'Occident n'existe pas, c'est quelque chose qui date pas d'hier. Et c'est quelque chose sur aujourd'hui justement toute cette analyse de beaucoup d'historiens occidentaux qui veulent réhabiliter entre guillemets les croisades et les croisés ne sont justement que cette suite logique-là de ce qui se faisait déjà au temps des croisades. Et même avant, et aussi de ce qu'on voit dans les cours du lundi sur orientalisme.
Et tout ça, en fait, pourquoi c'est important de détailler tout ça avant d'attaquer justement les croisades, c'est que il y a une réelle propagande qui veut réhabiliter les croisades et les croisés. Ou même s'ils ne veulent pas forcément le réhabiliter, mais j'ai envie de dire euh, comment on dit déjà le atténuer. Atténuer en gros réellement l'impact des croisades, relativiser, relativiser les dingueries qui ont été faites, etc. Enfin, voilà, et c'est là où c'est problématique et c'est important de reparler de tout ça. Pourquoi? Parce que cette relativisation, ouais, c'est ça, c'est le fait de relativiser les croisades, d'atténuer leurs impacts, d'atténuer les dingueries qui ont été faites par les croisés, ne serait-ce que juste, s'il te plaît, euh, on a transformé Beit al-Maqdis en porcherie. Lorsque les Templiers se sont installés sur l'ancien temple de Salomon, selon eux, donc à Beit al-Maqdis à Jérusalem, donc Al-Quds, Al-Quds, euh, Majid al attends, Majid al-Aqsa, etc. Euh, En fait, oui, tu avais leur siège politique, etc., des églises, nan, mais tu avais aussi une partie qui a été transformée en porcherie. Sur l'esplanade des mosquées, tu as une partie, c'était devenu une porcherie. Quand je dis une porcherie, c'est vraiment, tu avais des porcs qui étaient ici. Donc oui, ils avaient un code. Oui, des fois, les Templiers avaient ce côté diplomate, surtout chez certains Templiers qui étaient des poulains, donc des descendants de francs nés sur place, qui avaient certaines nuances que n'avaient pas ceux qui venaient d'Occident. Ils ont laissé, par exemple, euh, un voyageur arabe qui s'est fait des connexions à travers Al-Ittibar, qui s'est fait des connexions à travers justement les États latins d'Orient, le monde musulman, etc. Où les mecs, ils avaient un peu de respect pour lui, ils l'ont laissé prier par magnanimité. euh, Dans leurs locaux et tout, etc. Et que un mec qui est venu et ça sera porté par Al-Ittibar, qui est venu d'Occident, qui n'a jamais vu un musulman prier, qui a commencé à le truc et il s'est fait secouer par des Templiers locaux, etc. Oui, il y a des faits un petit peu épisodiques comme ça, ou des Templiers, ou l'armée des Templiers qui a refusé de s'allier avec l'armée du royaume de Jérusalem pour attaquer, faire une razzia sur les territoires fatimides alors qu'ils ont passé plusieurs temps à essayer de négocier un traité de paix. Oui, tu as des cas comme ça. C'est- Oui, tu as des cas comme ça. Tu as une certaine reconnaissance chez certains chevaliers, chez certains chevaliers chrétiens auprès des armées musulmanes. Et inversement, oui, t'en as. T'as même des croisés qui se sont convertis à l'islam et qui sont devenus parmi les principaux commandant de l'armée de Salah ad-Din al-Ayyubi. J'ai plus son nom en tête, mais c'est un ancien templier qui justement, Allah Azzawajal lui a mis dans son cœur en fait des graines de regret, de repentir, etc. par rapport à des dingueries qu'il a pu faire. Et en fait, justement, son repentir l'a amené jusqu'à se convertir à l'islam et devenir un commandant important de l'armée de Salah ad-Din al-Ayyubi, mais j'ai plus son nom exact en tête comme ça. Mais voilà, t'as plein d'histoires un petit peu épisodiques comme ça. Oui, tout, entre guillemets, comme on dit, euh, oui, tout n'était ni tout blanc ni tout noir. Il y a des zones de gris et des dégradés de gris plus ou moins foncés, oui. Mais la réalité est que les chrétiens, les francs, les croisés ont fait beaucoup plus de dingueries en Palestine, en Syrie, etc. Et pas que d'ailleurs, que les musulmans ne l'ont fait vis-à-vis d'eux.
Et surtout que les musulmans ont pu faire lorsqu'ils ont récupéré les territoires en Palestine et en Syrie. Maintenant, est-ce que on a été, mashallah, comme on dit, mashallah en tout point et tout? Bien sûr que non. Il y a eu, comme on dit, il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu esclavage aussi, etc. Mais par exemple, Salahuddin al-Ayyubi a mis la majeure partie de la population de Jérusalem en esclavage. Sauf que la majeure partie ont racheté leur liberté, ont été libérés. Salahuddin al-Ayyubi a même sorti de l'argent de sa propre poche pour libérer des esclaves. Et, euh, et ceux qui sont restés en esclavage, c'était vraiment ceux où il n'y avait plus d'argent à sortir pour acheter leur liberté, en fait. Et bon, on était obligé de les conserver comme esclaves. Mais Salahuddin al-Ayyubi a fait en sorte que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes qui étaient mis en esclavage, qu'ils aient des travaux qui ne soient pas ni dégradants, ni humiliants, ni trop durs physiquement. Donc voilà. À côté, les esclaves musulmans euh, auprès des chrétiens francs, c'était une dinguerie. Constamment enchaînés à faire des travaux harassants dans les champs, se faire fouetter, les femmes qui étaient souillées, mais je peux même pas décrire comment elles étaient souillées parce que la moralité humaine de base, même pas forcément musulmane, mais la moralité humaine de base ne peut même pas me permettre de le dire. Donc voilà. Si on remet sur la balance, si on met sur la balance les dingueries faites par les musulmans vis-à-vis des croisés, des francs, etc., et des gens des États latins d'Orient, et le bien qu'ils ont fait, et inversement, donc les dingueries qui ont été faites par les croisés nanana, sur les musulmans, vous doutez bien que l'équilibre des balances, il n'est pas le même en fait. Que ce soit au niveau des points positifs comme des dingueries. Voilà. Donc on va s'arrêter là, histoire d'éviter de trop s'éparpiller. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.